bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, lui, il va me prendre la tête. Jack, je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises. Non, c'est chouchou, je veux, pas la moche. Zut, rezut, et rezut derrière. Ah, je vois, monsieur se fout de moi. Monsieur fait d'ironie. Mais où est-ce que vous vous croyez, merde? Au cirque? Ben ça, c'est du spectacle. Vous aimez le cinéma? Nous non plus. Salut à toutes et à tous. La sentez-vous, cette douleur lancinante, cette lumière qui peine à poindre au bout du tunnel? N'êtes-vous pas consumé par la révolte qui vient? Sentez-vous le murmure électrique qui s'empare d'un corps social chauffé à blanc? Connaissez-vous la lamentation indicible de l'abîme qui, quand vous le scrutez, vous regarde? Est-ce que le silence éternel de ces espaces infinis vous effraie? Si c'est le cas, sachez qu'on vous soutient et que le Dry January est bientôt fini. Et si ça vous échappe, alors vous êtes sans doute ministre de l'Éducation nationale, un conséquent appendice d'un bloc bourgeois qui se complaît à promouvoir la sécession sociale auprès de sinistres talibans déguisés en enseignants, prompts à corrompre ce qui est encore susceptible de l'être. Mais je n'ose y croire, personne n'imagine que pareille cascade puisse être réalisée sans trucage. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. C'est pas un secret. Kerry est mon préféré, puis Kev, puis David, puis Mike. Mais le classement peut toujours changer. J'ai reçu un appel de la chaîne ESPN. On va enfin pouvoir récolter le fruit de toutes ces années passées sur le ring. Oui, père. Iron Claw de Sean Durkin avec Zac Efron, Lily James, Jeremy Allen White, Hot McCannany, Harris Dickinson et j'en passe. Alexis, est-ce que tu prédis au film un beau suplex au box-office? C'est une question plus compliquée qu'il en a l'air, parce que sur le papier, il y a des choses assez intéressantes à retenir de ce film-là, d'un point de vue, j'ai envie de dire, d'exploitation. Iron Claw, c'est quand même un film de facture assez classique. On est donc sur un biopic, on l'a déjà dit maintes et maintes fois ici, le biopic est un genre très populaire à Hollywood, et c'est un genre qui est facile à produire, pour la bonne et simple raison que vous voulez adapter la biographie d'une personne, en fait vous avez déjà un scénario sous la main, vous avez juste à lire sa biographie, retenir les éléments marquants, réagencer un peu tout ça, et puis vous avez un biopic, du moins un biopic fainéant. Je connais pas Iron Claw. C'est un film, à mon sens, bien plus radical que la plupart des biopics, déjà parce que c'est autant un biopic que la chronique d'un fait divers. Je vais pas en dévoiler plus que ça, mais il se passe quand même un sacré paquet de choses pour cette famille, puisqu'on suit donc une famille de catcheurs sur 2 générations. D'abord, il y a eu le père, Fritz, et puis ensuite, il y a eu les enfants, au nombre de 4, menés de main de maître, il faut bien le dire, par Zac Efron. Et donc, il s'est passé des choses assez tragiques dans cette famille-là. Et du coup, le film se teinte d'une espèce d'atmosphère de mystère. On commence le film en se disant, voilà, on va suivre le parcours d'une famille de catcheurs. Et puis très rapidement, le programme se dérègle. Et en fait, on essaie surtout de comprendre qu'est-ce qui, dans cette famille, n'a pas fonctionné. Pourquoi il s'est passé autant de choses tragiques dans cette famille? Pourquoi la machine a dérapé à ce point-là? Et en fait, c'est un film qui va surtout nous parler de masculinité toxique. Pour répondre à ta question initiale, déjà, il y a Zac Efron au casting, et c'est pas rien, Zac Efron, quand même. C'est un comédien, pour notre génération, a fortiori, mais c'est un comédien qui est très populaire, qui, en plus, est dans un rôle qui est une vraie rupture dans sa filmographie, parce qu'il y a encore pas si longtemps que ça, Zac Efron, c'était surtout un acteur de comédie populaire. On l'a vu dans Baywatch, par exemple, aux côtés de Dwayne Johnson. Et puis, il y a Jeremy Allen White, qui a cartonné avec The Bear, et qui est en train de devenir, pour une raison que je ne m'explique pas, une espèce de sex symbole interplanétaire. Donc, il est extrêmement beau. Et parce que, franchement, à Londres, les grands panneaux où il est en slibard pour Calvin Klein. On va pas se mentir. Il y a les mêmes à Paris. Voilà, c'était immense. C'est un peu too much, si je puis me permettre. Mais du coup, il y a ces 2 acteurs-là qui portent le film. Il y a aussi Holt McCallany, qu'on a repéré dans Mindhunter et qui faisait aussi un second rôle de très très haut niveau dans le Nightmare Alley de Guillermo del Toro il y a quelques temps. Et donc, sur le papier, on a un casting plutôt attrayant, une histoire aussi plutôt attrayante, parce que moi je suis désolé, mais les films de catch, je sais pas si c'est une règle universelle, mais moi les films de catch, ça me plaît, et de manière générale, les films de sport, ça peut plaire au public. Donc je pense que Iron Claw peut être une belle surprise au box-office, même si ça reste un film d'auteur, mais on reviendra un peu plus là-dessus. En tout cas, il faut pas oublier, si vous n'avez pas vu Iron Claw au moment où vous écoutez cet épisode, c'est quand même un film globalement de facture assez classique. Sophie, Alexis évoquait un discours sur la masculinité toxique, c'est central dans le film ?
Alors, je pense pas que ce soit central, je pense que c'est disséminé tout au long du récit pour que ça en devienne son message final. C'est ça qui est assez intéressant parce que on a vu quelques films récemment, surtout plutôt dans un pan grand public, hein, des vrais discours sur le féminin, le masculin, comment la société évolue. Hein. Évidemment, Barbie fait figure de proue sur ce genre de sujet, comment on amène des discours un petit peu, j'ai envie de dire, novateurs, mais là, ce qui est plus complexe, j'ai envie de dire, c'est que c'est une histoire vraie, l'histoire d'une famille américaine, texane, sur vraiment une fraternité. Donc, comment placer le discours de la masculinité moderne au sein d'un récit dans les 70s. Pour moi, c'est là que le fil rouge est super intéressant. Parce que ça n'a pas l'air d'être son sujet de base. Le sujet, c'est le catch. Et surtout, c'est quelque chose qui arrive tout au début. C'est un petit peu le fil narratif, un peu tenseur de cette histoire. C'est, il y a une malédiction sur cette famille. Ou en tout cas, le père implique une malédiction qui, on va dire, influe un petit peu les décisions que vont prendre les différents personnages. Et en l'occurrence, ce sont tous des hommes blancs évoluant dans un milieu extrêmement particulier, celui du catch, avec des codes sociaux, physiques, moraux, amoureux, très différents de ce qu'on a l'habitude de côtoyer, même dans des films, on va dire, qui se passent et qui se déroulent dans cette époque-là. Pour moi, la masculinité toxique fait partie de presque de cette malédiction. On va dire qu'il y a un lien qui va se créer au fil du récit, et c'est là que je trouve le film assez réussi. C'est qu'on ne s'attend pas à ce que la masculinité toxique, et pas que la masculinité, soit au centre d'une histoire comme celle-là, qui en effet est de facture assez classique. Et alors, toi Arthur, ta malédiction, c'est souvent que tu pleures pendant les films. Est-ce que tu as beaucoup pleuré ? Énormément, et en fait c'est ce que je sais plus où est-ce que j'ai dit ça, je crois que c'est sur Letterboxd, mais en fait il aura fallu attendre le 24 janvier pour avoir ma première vraie grosse crise de chialade. C'est parce que j'ai fêté mes 28 ans ce jour-là, ça n'a rien à voir avec le film, Arthur. Bah ouais, mais en fait te voir vieillir, ça me fait vieillir, et ça me fait extrêmement peur, et j'ai peur de la mort, et ça devient un podcast sur la psychanalyse. Non, j'ai été ravagé par les 20 dernières minutes. En fait, je trouve qu'il y a pas mal de choses moi, qui m'attrapent sur Iron Claw. Déjà, donc, tout le discours sur la masculinité toxique, pour moi, c'est plus que ça encore. En fait, c'est un véritable commentaire, mais c'était déjà le cas dans son précédent film The Nest sur l'American Dream. Et c'est ça, moi, qui me passionne, en fait. Et je comprends que, du coup, le film ait un certain succès, et notamment un succès chez les garçons aux États-Unis, parce qu'en fait, c'est un film qui te raconte que ça fait des années qu'on te dit « si tu veux, tu peux, il suffit de se battre ». Et en fait... le film te prouve à plein d'instants et à plein moments que quand tu veux, parfois t'as beau te battre comme tu peux, tu ne peux pas. Tu es bloqué et tu as toujours des obstacles. Et c'est notamment le parcours du personnage de Kevin, qui est joué par Zac Efron, que je trouve bouleversant parce que c'est censé être le prodige, c'est censé être celui qui va briller. Et en fait, par A plus B, il y a un moment où finalement il va pas pouvoir, puis finalement il va peut-être pouvoir, puis finalement il pourra pas. Et en fait, tout du long, c'est une vraie tragédie grecque. Tu citais Shakespeare. Évidemment que ça rappelle le roi Lear. Quelle l'histoire de ce roi qui doit diviser son royaume envers toutes ses filles, et c'est en mode qui sera la plus méritante pour avoir mon royaume, et effectivement ça se termine de manière très, très tragique. Et puis ce qui est intéressant, c'est aussi Shonderkin, qui est donc un cinéaste que vous connaissez peut-être pour Martha Marcy May Marlin, qui est un des premiers vrais rôle d'Elizabeth Olsen, qui était déjà assez tragique, et qui avait fait ce troisième long qu'on a assez peu commenté, qui avait été diffusé à Deauville en 2020 ou 2021 je crois, qui s'appelait The Nest, avec Jude Law, que je trouve vraiment un petit bijou, vraiment incroyable. Et c'est assez intéressant de comparer les deux, parce que les deux parlent justement de l'American Dream, et de comment on essaye, alors d'un côté avec la grande bourgeoisie, et de l'autre avec des espèces qu'on décrit comme des rednecks, mais en fait c'est bien plus complexe que ça, d'aller au-delà de sa condition, de la dépasser et de devenir plus grand encore, et comment en fait la société bloque tout ça. Si ce n'est que The Nest a une photo très froide, là où Iron Claw a une photo très chaude avec un grain très années 70. Il y a cette même un peu manière de cadrer avec des plans souvent fixes, un peu longs, sauf que dès qu'on arrive sur le ring, là d'un seul coup Shonderkin se réveille et il devient quasi Scorsese sur Raging Bull, avec des caméras qui bougent dans tous les sens. Je trouve ça incroyable, et effectivement c'est un film qui est très classique, en tout cas sur sa première demi-heure je trouve, et il se passe un moment, un premier twist qui, là du coup je trouve le récit s'envole complètement. Et oui effectivement, sur les 20 dernières minutes je chiale ma mère, je chiale ma race, et en vrai ça me fait du bien. Heureusement, parce que si en plus ça te faisait du mal, t'imagines l'enfer. Non mais il y a un truc qui est hyper cathartique en fait, parce qu'à un moment moi je m'attache à ces personnages, je m'attache à cette histoire, et à aucun moment c'est des personnages qu'on côtoie dans la vraie vie en plus, tu vois. Et en plus tu sais que quand un film se termine, on abat de l'autre côté de l'écran, on abat les personnages. Ils meurent toujours, tous, à chaque séance. C'est vrai?
Oui. Allez La bonne ambiance. Alors, moi, il y a une question qui m'intéresse parce que je trouve que c'est une des pistes les plus stimulantes, excitantes du film. Le catch, contrairement à la boxe, au MMA, au taekwondo ou aux exécutions publiques, c'est pour de faux. Et, Alors, je suis désolé, je le dis pour les gens qui nous écoutent, qui sont des grands amateurs de catch, il faut préciser un truc quand même là-dessus. C'est que c'est faux dans le sens où l'issue des combats est prévue à l'avance. Oui, attention, ce que je veux dire n'est pas du tout péjoratif ou négatif. Non, bien sûr, mais je préfère faire cette précision parce que c'est scénarisé, peut-être. Voilà, exactement. Voilà. C'est exactement ça l'adjectif qui convient, et c'est pour ça aussi que c'est super intéressant d'en faire un sujet de cinéma, parce que c'est déjà de la narration, le catch, en fait. Exactement, c'est déjà de la narration, et donc ça pose une question en permanence du statut de ce qu'on voit à l'écran, parce que quelque part, je veux dire, la vie de gens célèbres et a fortiori d'une famille, voire d'une dynastie, c'est quelque chose qui, sur le papier, j'entends, peut se rapprocher du soap et donc d'une certaine idée d'un classicisme qui confine à la fausseté. Le catch aussi, c'est scénarisé, c'est entre guillemets, et je dis pas ça de manière négative, artificiel, narratif, et du coup ça pose toujours la question de où est la vérité de ce qu'on voit, mais aussi la vérité des émotions dans le film. Ah ouais, je suis assez d'accord, c'est quelque chose qui m'a un peu travaillé aussi. Juste pour terminer la petite précision que je faisais, les coups sont pas tous portés. Ça fait aussi partie du spectacle, mais certains le sont, et puis de toute façon vous pouvez être le mec le plus musclé du monde, quand on vous attrape à bout de bras pour vous éclater par terre, ça fait mal. Non, mais le film est super intéressant sur cette question-là, parce qu'il y a justement d'ailleurs un moment où il va clairement expliquer cette ambiguïté propre aux personnages et propre à leur métier, où ils sont en train ils vont se battre contre, c'est le personnage de Zac Efron plus précisément, parce qu'il est en solo à ce moment-là, qui va se battre contre une espèce de rival local, et il s'insulte par télé, par médias interposés. Bon, il se trouve que Zac Efron a du mal à retenir ses répliques qui ont toutes été écrites à l'avance, et du coup ils sont obligés de refaire la séquence télévisée 4, 5, 6 fois de suite, et puis surtout on le voit avant le match en train de parler avec son adversaire et lui dire ok, alors moi je vais t'attaquer comme ça, par contre toi tu restes dans les cordes parce qu'il y a ton complice qui doit arriver, etc. Et en fait le fait de confronter systématiquement le spectacle et les coulisses fait effectivement que on se pose toujours la question de qu'est-ce qui traverse la tête de ces personnages. À quel moment ce qu'ils nous disent traduit vraiment leur vérité profonde, à quel moment c'est du simulacre. Il y a quelque chose qui m'a passionné dedans. Bon, moi, j'y connais rien au catch, et c'est pas grave. Aussi, c'est bien de préciser que même si le sport ne nous intéresse pas, mais en tout cas, si on n'est pas connaisseur dans le domaine, le film n'est pas opaque. Je sais qu'il y a quelques films de sport où de temps en temps, je comprends rien. Là, non. C'est absolument pas réservé aux connaisseurs. Complètement pas. Vraiment, il y a un parfait ratio entre histoire intime, histoire de famille et sport de compétition. Ce qui m'intéresse dedans, c'est que oui, on parle du fait que ce soit écrit à l'avance, scripté d'une certaine manière. Cependant, j'avais pas notion de comment fonctionnait vraiment la gradation, comment on devient le meilleur catcheur du monde si c'est écrit à l'avance, comment on devient le meilleur. Et ça c'est quelque chose qu'on voyait pas vraiment dans The Wrestler par exemple, où on voyait bien qu'il y avait une dimension scriptée, mais où on comprenait pas exactement les tenants et aboutissants. Ouais. C'est ça, parce que là pour le coup, il y avait ce truc de il faut quand même être le meilleur. Il y a vraiment une compétition, il y a vraiment quelque chose à faire. Juste c'est pas vraiment sur le ring que ça se passe. Et ça, je l'avais jamais vraiment vu dans un film, et j'avais jamais vraiment compris comment on devient soit le plus aimé, soit le plus détesté, et que c'est ça qui va créer de l'audimat, c'est ça qui va créer de la tension dramaturgique. Et ça, c'est assez fascinant parce que ça va créer au sein même de la famille qui va être choisi parmi ces 4 fils. Pourquoi on va en mettre un en avant plus que l'autre? Parce que c'est clairement pas... C'est là qu'il y a déjà une première notion de tragédie, sans parler de la globalité du film autour du personnage de Zac Efron. C'est que sur le papier, ça devrait être lui dès le début. En fait, il n'y a pas de doute. Quand on regarde les quatre garçons, même sur l'affiche, il y en a un. Rien qu'au nombre de veines sur ses avant-bras, on sait que c'est lui. Je sais pas comment c'est possible. Franchement, j'ai passé mon temps à regarder les veines sur ses bras et à me dire, mais... Moi, je regardais la peau de son ventre, je disais, mais est-ce qu'à un moment, il y a autre chose que des abdos derrière ce truc? Mais c'est fou. Puis concrètement, je pense que dans ces veines-là, il y a des globules rouges qui font la taille de petites grenouilles. Et alors, il y a une autre question aussi. Le film de sport, c'est un genre à part entière, mais pas que dans le cinéma américain. Mais au sein du cinéma américain, le film de compétition sportive martiale, que ce soit du boxe, le boxe, tu connais le boxe, que ce soit de la boxe, du MMA, ou encore ici du catch, j'ai presque envie de dire le film de ring, c'est encore un sous-genre à part entière. Comment est-ce que le film s'inscrit là-dedans? Est-ce qu'il est plutôt dans une veine, j'ai envie de dire, néoclassique à la The Fighter? Est-ce qu'il est dans une veine, oh là là, c'est quand même vachement bien et ça fait très mal, à la Warrior? Où est-ce qu'on se situe en fait
avec celui-ci, Arthur? Bah, en fait, ce qui est intéressant avec The Iron Claw, c'est que le catch est un peu le prétexte pour raconter la tragédie. C'est-à-dire que c'est pas le centre du récit. Si on prend il dure combien? 2 heures Un tout petit peu plus de 2 heures. 2 heures 5 minutes. Ouais, si on prend les 2h05, je pense qu'il n'y a pas plus de 15 minutes de catch en fait. Mis bout à bout, peut-être un peu plus, mais c'est clairement pas là où on passe le plus de temps. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de scènes de catch, mais en fait, il va plutôt s'intéresser à comment. En fait, on s'intéresse plus à comment il va orchestrer telle chorégraphie, mais surtout, on s'intéresse pas mal sur quelle personne se place à quel endroit et qu'est-ce que ça raconte du personnage et de son avancée. Et on va pas trop s'intéresser sur les combats proprement parler, sauf si ça nous dit quelque chose de justement ce que ressentent les personnages. Et c'est là où je reviens sur ce que disait Alexis tout à l'heure. On sait jamais vraiment ce qui est vrai, ce qui est faux, sauf qu'il y a des moments où t'as le personnage de Zac Efron, il est vraiment énervé, puis il va foutre plusieurs patates. Et là, tu sens que la caméra va rester figée sur le combat. Et là, dans ce coup, le film devient très sanguin et se rapproche de certains films que tu pouvais citer. Mais en fait, c'est toujours parce que ça raconte quelque chose des personnages. Il y a très peu de scènes de catch au final qui sont juste là pour montrer. Regardez ces acteurs qui ont pris beaucoup de cours de cascade. Parce qu'en plus, la vérité, c'est on a eu Jeremy Allen White en interview, il le raconte, ils ont eu 2 semaines de prépa, pas plus, et c'est eux qui font toute leur cascade. Donc je pense que le réal a été confronté à ce truc de ok, alors comment je fais pour filmer des scènes qui sont réalistes, avec eux qui jouent leur propre rôle. Néanmoins, c'est le cœur de mon film, mais pas vraiment. Donc en fait, pour moi, ça s'inscrit pas dans cette veine-là, justement. Pour moi, c'est autre chose. C'est vraiment un film d'une famille. Et c'est un film de famille qui s'inscrit dans le catch. Et c'est pour ça que... Comme Fighting with My Family? La personne a alors, vu ce film. je l'ai pas vu, mais je vois ce que c'est. Avec Florence Pugh. Avec Florence Pugh et The Rock. Oui, avec The Rock, oui. Je pense qu'il y a un peu de ça. Mais en vrai, oui, non, c'est juste que l'autre est tourné vraiment... C'est une comédie. C'est une comédie familiale qui est pas mauvaise d'ailleurs, qui est plutôt agréable. C'est juste que là, pareil, il y a le côté catch et famille, et catch et famille. Mais tu vois, par exemple, il y a plein de moments où on voit Zac Efron qui est sur le coin du ring et tu comprends qu'il peut pas y aller, et du coup, on filme le match, mais en fait, c'est juste un prétexte pour dire qu'il n'y arrive pas. Moi, je vais vous dire, c'est pas un spoil parce qu'en fait, le plan est dans la bonne annonce. Je vous explique pas dans quel contexte il s'inscrit. Moi, la première scène où j'ai chialé, techniquement, c'est la scène qui a le moins. Qui va le moins stimuler vos glandes lacrymales de prime abord. C'est une scène où Zac Efron tient une corde, puis va commencer à courir dedans, puis courir dans l'autre, et ça s'accélère. Cette scène-là, je peux expliquer pourquoi, mais je ne le ferai pas, sinon c'est un spoil. Cette scène-là, je fonds en larmes. Alors que, techniquement, c'est vraiment juste un mec qui court sur des cordes, et qui court sur une corde, et qui court sur une corde. Sauf que ça raconte tellement de choses du personnage et de ce qu'il pense à cet instant T, et cette rage qu'il a, que moi, là, c'est un moment où ça m'attrape. Donc voilà, pour moi, les scènes de catch, elles traduisent toujours quelque chose de ce que ressentent les personnages et ce que Shondarkin veut faire ressentir à son audience. Il y a quelque chose qu'il faut aborder, que ce soit quand on est dans le biopic ou même tout simplement dans un film choral, comme c'est pas loin d'être le cas ici, et dans lequel il y a des performances, on va y revenir, des transformations physiques aussi importantes. Mais alors peut-être avant de vous lâcher sur le casting masculin, est-ce qu'il y a quelque chose à dire de la performance de Lily James, qui est une des comédiennes dont on commente le moins souvent le travail, alors qu'elle est absolument remarquable dans la plupart des films où elle joue, y compris dans des petits rôles, y compris dans des rôles qui risqueraient d'être un peu caricaturaux. Elle est et y compris dans des films pas bons. Oui. Yesterday, c'est pas très bien, mais elle est super. Lequel? Yesterday, le Danny Boyle. C'est pas très bien. C'est pas honteux. C'est pas très bien, elle est super. Mais c'est pas notre sujet. En tout cas, elle est toujours juste. Et est-ce que c'est le cas ici? Bah oui, complètement. Mais de manière générale, je n'ai strictement rien à remarquer de négatif sur l'interprétation du film. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que dans la direction d'acteurs et d'actrices, Shondarkin a vraiment œuvré pour que personne ne prenne l'avantage sur un autre au cours d'une séquence. C'est-à-dire que même des scènes où on pourrait se dire un réalisateur un peu moins intelligent et un peu moins fin serait peut-être tenté, même inconsciemment, de faire de certaines séquences de motivation speech, puisque c'est comme ça que le disent les Anglais, donc des moments où on va coacher des sportifs pour leur dire voilà, si tu te donnes à fond, tu peux y aller, tu peux y arriver, mais faut pas que tu lâches. Et il y en a plusieurs dans le film avec le personnage du père, donc Fritz von Erich, parce que c'est la famille von Erich, je crois qu'on n'a pas encore dit leur nom, donc je le précise pour les connaisseurs et connaisseuses. Mais le truc, c'est que on a des scènes comme ça, on pourrait tomber un peu dans le piège d'une espèce de culte un peu viriliste. Ah bah là, c'est le mec macho, il arrive, et puis il va leur dire leurs 4 vérités, et puis on va mettre un petit violon un peu dramatique derrière. Bon, il se trouve que c'est pas du tout le cas. Non. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en termes d'acting, dans ces séquences-là, l'acteur, donc Holt McCallany, qui joue Fritz von Erich, le père de famille, ne prend pas le pas sur les autres. Ni dans la manière dont il se distribue la parole, ni dans les jeux de regard, ni dans la manière dont la séquence est filmée. C'est qu'il y a toujours des reaction shots, il y a toujours matière à aller chercher, même dans l'arrière-plan, à aller chercher une
une réaction, un sentiment, un contrepoint qui est amené par un acteur ou une actrice, quand même c'est pas lui qui est, dramaturgiquement parlant, au cœur de la séquence. Et du coup, tous les personnages sont super équilibrés. Et le personnage de Lily James, c'est quand même un joli personnage. C'est une femme qui est à la fois séductrice, mais pas trop entreprenante, qui a des vues assez précises sur quelle famille elle veut, dans quel contexte elle veut évoluer, qui est assez hostile à son beau-père, mais qui va pas non plus toujours manifester cette hostilité. C'est un personnage qui est dans un entre-deux permanent. Et c'est compliqué de faire ressentir au spectateur qu'on joue un entre-deux, qu'on joue un non-dit, qu'on joue un personnage qui est toujours un petit peu en retrait. C'est quand même un personnage féminin en retrait derrière un casting 100% masculin. C'est pas facile à jouer. Et pour le coup, je trouve que Lily James et Maura Tierney, qui jouent la mère de famille, s'en sortent merveilleusement bien. Justement, moi je voulais juste revenir dessus parce que Lily James, rien à redire, le casting, rien à redire. Si j'avais juste à émettre un petit défaut d'écriture, c'est que je trouve que le personnage de la mère est un peu éclipsé. Alors c'est sans doute le cas dans ce qu'on connaît de la vie des Cad Van Eyck, les 5 même, parce qu'il faut savoir que c'est comme une famille très célèbre de catch, qui ont été mis au Hall of Fame de la WWE en 2009, c'est ce qui est écrit à la fin du film, etc. Je trouve que le personnage de la mère est un peu effacé. Et alors, c'est un rôle crucial dans ce qu'elle raconte, parce qu'elle représente... Et souvent, dans les familles. Souvent c'est important la maman, oui ça c'est sûr. Non mais tu sais, c'est ce que je disais sur l'American Dream, il y a un peu un côté où chaque personnage représente un peu des travers. Elle représente la rigidité de la religion aux États-Unis. Et c'est quelque chose qui est important dans l'histoire et dans la tragédie de toute cette famille. Je trouve que ce que fait Maura Tierney est sublime, vraiment. Je trouve qu'à chaque fois, elle a cette manière de fermer sa bouche qui est très tout en retrait. Tu sens qu'elle subit, qu'elle bouillonne pas vraiment, et en même temps elle doit toujours avoir le seum contre son mari très très fort. Je trouve le personnage je vais Maura Tierney, j'aurais le seum. Tu m'étonnes. Non, c'est juste que je trouve que le personnage est peut-être un petit peu mis en retrait, et du coup je trouve qu'elle brille pas autant qu'elle pourrait, mais plus que Lily James, où pour le coup Lily James elle a vraiment un truc d'un côté elle soutient le personnage de Zac Efron, et en même temps elle le bouscule, et en fait elle est dans un entre-deux où malgré tout, même si on la voit pas beaucoup à l'écran, elle est hyper importante. Le personnage de la mère, tu sens qu'il est important, je trouve qu'on le voit pas assez qu'il est important. Ouais, mais je pense qu'elle fait contrepoids. Je trouve que les deux personnages féminins sont pour le coup... moi, j'ai rien à redire. Même sur Doris Von Erich, on a besoin de voir qu'il y a un personnage qui avance pas. Parce qu'elle fait contrepoids avec le père, qui lui, au contraire, est toujours dans... on ne pleure pas, on avance, on est les meilleurs. En fait, il répète plusieurs fois une phrase qui, pareil, n'est pas du tout un spoil, qui est si on est les plus forts, ceux qui réussissent le mieux, ceux qui courent le plus vite, qui se battent le plus fort, il ne nous arrivera rien. On sent bien que la mère, elle est pas du tout dans cet état d'esprit. Elle est dans ce... en gros, je vais donner plus ou moins tout ce qui me reste d'espoir à Dieu parce qu'il me reste que ça. Donc c'est normal qu'elle ne soit pas... On le voit, d'ailleurs, elle est caractérisée au tout début du film sur... Elle ne va pas voir son mari sur le ring. Elle est avec les enfants. Donc c'est normal que... Oui, c'est une logique sacrificielle, en fait. Exactement. Et les rares moments où on la voit, je trouve qu'elle brille. Il y a une scène de choix de robe. Ouais, oui. Où en fait, ça résume l'intégralité de son personnage. C'est normal qu'elle n'apparaisse pas, et pourtant elle est tout le temps là. C'est-à-dire qu'on la voit au repas, elle s'exprime peu. Pour moi, c'est juste que ce n'est pas normal d'avancer autant dans la vie et de manière aussi forte avec autant de tragédies. Elle représente une espèce de forme de normalité et d'abattement. Oui, puis faut pas aussi l'oublier, mais c'est un film qui nous raconte les coulisses d'une famille très old school en termes de valeurs, parce qu'on a vraiment le père qui est l'épicentre de la famille, qui décide de tout pour sa vie à lui, pour la vie de sa femme, mais aussi pour la vie de ses enfants. Donc on est sur une figure extrêmement autoritaire, indéboulonnable. Il est évident, même si c'est frustrant d'un point de vue de ressenti, mais il est évident que le personnage de l'épouse de cet homme-là ne peut pas occuper une grande place dans le récit, puisque de fait elle ne peut pas occuper une grande place dans la vie de ce mec-là. Donc à partir de là, malheureusement, oui, on a un personnage qui est très secondaire, mais c'est vrai que Sophie a soulevé une très bonne séquence du film avec le choix de la robe. C'est un personnage que Sean Dorkin va faire exister très peu de temps d'écran, mais les moments où elle est au cœur de la scène, c'est parmi les scènes les plus marquantes du film. Donc il y a, encore une fois, je trouve, à la fois dans le découpage, dans l'écriture, il y a un vrai équilibre. Puis elle vient contrebalancer avec Lily James, qui représente... En fait, pour moi, le film parle d'un bouleversement générationnel. De beaucoup de choses, mais quand on parlait de masculinité toxique, il parle aussi de du changement de la figure masculine en elle-même, et le personnage de Lily James, qui est une femme... T'as dit qu'elle est pas trop entreprenante. Si, elle est complètement entreprenante. Elle est... Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que, elle
arrive relativement vite. C'est la petite amie de Zac Efron très rapidement. Oui, mais c'est ça. Elle est entreprenante, mais elle est à cheval entre deux époques. C'est-à-dire qu'elle est entreprenante, mais elle ne cherche pas non plus à provoquer ou à être sciemment, volontairement en conflit avec la génération précédente. Non, pas du tout. Mais par contre, elle sait ce qu'elle veut. C'est-à-dire que ça, c'est vrai. Le moment où elle rencontre Zac Efron, relativement au début du film, elle demande un autographe et en fait, elle va lui demander de sortir avec elle. Ce qui est quelque chose, pour l'époque, de complètement fou. Moi, je la vois déjà comme une espèce de figure de « je ne serai pas comme ta mère ». Je sais que c'est un peu bizarre dit comme ça, mais je veux pas trop spoiler, mais moi je ne serais pas immobile. Je ne serais pas immobile. Et d'ailleurs la scène de premier rendez-vous, et quand elle dit moi je veux me marier mais je veux travailler, je serai vétérinaire. Je serai vétérinaire, c'est-à-dire que tu peux faire ton catch, hein, moi je m'en fiche. En même temps elle est partie pour travailler avec un poney là. Et non, juste, si ça vous intéresse et que vous avez aimé le film, je vous conseille de faire ce que j'ai fait, à savoir taper What is true and what is not true on the movie, pour savoir, parce qu'en fait, je me suis dit, c'est pas possible, cette histoire, c'est trop gros pour être vrai. Et donc, j'ai trouvé un article, je crois que c'était Screen Rant ou je sais plus, qui détaille précisément tous les points qui ont été modifiés dans l'histoire. Je vais vous en cacher la plupart parce que c'est des spoils. Faut savoir qu'il n'y a pas grand chose qui a été changé. Et je trouve ça terrifiant parce que du coup, c'est-à-dire que beaucoup de ce qu'on voit est vrai. Il y a un truc qui est modifié néanmoins, c'est que la vraie Doris, elle a divorcé bien avant la fin du film. Donc c'est malgré tout une volonté de Shondarkin de vouloir nous la garder à la fin, parce que nous la garder jusqu'à la fin, ça raconte aussi quelque chose de leur histoire, je trouve. Ouais, ça permet d'approfondir cette idée d'un couple qui a l'air d'être un couple en plus où il y a sincèrement de l'amour et du respect et de l'estime l'un pour l'autre, mais où il y a quand même cette ombre de la masculinité conquérante, et en plus une masculinité conquérante frustrée, éternellement frustrée, qui vient foutre le bazar là-dedans. Iron Claw de Sean Durkin avec Zac Efron, Lily James, Jeremy Allen White, Holt McCallany, Harris Dickinson et sûrement votre cousin. Merci les amis, et vous qui nous écoutez, êtes-vous plutôt Iron Claude ou Claude François ? Il faudra nous le dire sur les réseaux sociaux, mais surtout sur les plateformes de podcast et dans les commentaires. Voilà, désolé. Et voilà, réaliser son trucage, c'est comme la vie. À un moment, ça s'arrête, mais c'est pas pour autant qu'on s'est pas amusé. C'est vrai. Voilà. Et donc, nous vous donnons rendez-vous, tout simplement, pour le prochain épisode où nous allons vous parler d'un film fin, non pas comme un oiseau, je ne suis pas sûr que ce soit des paroles qui existent, mais fin comme un limier, dont le titre anglais est imprononçable. Je ne m'y risquerai donc pas. Et en attendant, n'oubliez pas de nous laisser des commentaires, vos avis sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les applications de les podcasts. Enfin voilà, dites-nous des choses gentilles, des choses méchantes. Évidemment, gloire à la moustache de Nicolas Martin. Oh, c'est pas humain, les salauds, ils m'ont épuisé. Au 4e stop, il sera exactement 0h13. Oh la vache! Moi je vais être en retard au lycée! Oh, dis donc, t'es bien pressé, toi, ce soir. Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester, allez-vous-en! Arrivederci! E buon viaggio! Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.